Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi de vous proposer ce webinaire? D'abord parce que la crise du Covid-19 est d'une ampleur inédite, à la fois parce que on n'a pas pu s'y préparer, donc on n'a pas pu prendre le temps d'y réfléchir et qu'elle nous a tous pris de court. Et elle est également d'une ampleur inédite parce qu'elle a des répercussions à tout niveau, au niveau sanitaire évidemment, au niveau économique et social, et donc forcément au niveau des entreprises, au niveau des individus, donc des salariés. Et voilà, les entreprises sont forcément impactées de plein fouet, comme l'illustre une enquête qui a été faite par Opinionway, qui est très intéressante, date de fin avril, et qui indique donc c'est des salariés qui ont été interrogés et ils font déjà part d'une forte dégradation du bien-être au travail, moins 10 points par rapport à 2016. 44% des salariés présentent une détresse psychologique importante. Un quart évoque une baisse de la motivation. Et on voit que ce sont donc qu'il y a des salariés qui sont plus touchés par cette question de détresse et de baisse de motivation. Ce sont donc les managers, les salariés en chômage technique partiel et en chômage technique total. Donc on voit déjà que dans la population, il y a des salariés qui peuvent être plus à risque. Quand on les interroge sur le soutien perçu, 79% des salariés évoquent un soutien qui vient d'abord de la part des collègues. Ensuite viennent les N+1, l'entreprise et les DRH. Et seulement un tiers des salariés a le sentiment que la direction s'engage dans la prévention des risques psychosociaux, se préoccupe de leur bien-être, alors qu'on sait que le fait que la direction, que l'entreprise s'en soucie, constitue vraiment une protection importante face à la détresse psychologique. Donc la question qu'on peut se poser d'emblée, c'est pour être sûr tous de parler bien de la même chose, c'est de quoi parle-t-on quand on parle des risques psychosociaux? Pauline, est-ce que tu peux nous définir ce que sont les risques psychosociaux? Oui, tout à fait, Marie. Donc les risques psychosociaux, c'est des risques professionnels d'origine et de nature variée qui mettent en jeu l'intégrité physique et la santé mentale des salariés et qui ont par conséquent un impact sur le bon fonctionnement des entreprises. Donc ça, cette définition, c'est la définition du ministère du Travail. Elle est importante parce qu'on voit bien que quand on parle des risques psychosociaux, on est toujours au niveau professionnel. Ça a plusieurs origines, plusieurs natures, mais ça a un impact sur la santé physique et la santé mentale. Et on sait que par conséquent, quand un salarié est en mauvaise santé, ça va avoir un impact sur le bon fonctionnement de l'entreprise, puisqu'il va peut-être être moins motivé, moins engagé, peut-être même absent. Les risques psychosociaux, on les appelle psychosociaux car ils sont à l'interface entre l'individu et une situation de travail. C'est toujours une rencontre entre un individu et une situation de travail. C'est-à-dire qu'une même situation de travail ne va pas être forcément stressante pour tous les individus et tous les individus ne vont pas être stressés dans les mêmes situations. On fait aujourd'hui une distinction entre les notions de risque et les notions de trouble. Alors ça va s'éclairer avec la diapositive suivante, mais ce qui est important de retenir, c'est que le risque psychosocial, c'est la possibilité, la probabilité, d'être confronté à une situation à risque. Le trouble, c'est une conséquence. C'est le stress, c'est les conflits, c'est le harcèlement. Quand on est dans le trouble, c'est qu'il y a une situation à risque qui a été mal régulée. Pour mieux comprendre ce modèle des risques psychosociaux, il faut toujours avoir en tête la balance des risques psychosociaux que j'espère que vous voyez bien, avec l'idée que, en fait, dans toute organisation du travail, il existe des facteurs de risque psychosociaux. Ces facteurs de risque, ils ont été énoncés dans la littérature. Ça peut être le fait de faire un travail intense, le fait d'être soumis à des exigences émotionnelles fortes. En fait, l'idée, c'est que dans toute organisation du travail, il existe des facteurs de risque. Mais ce n'est pas parce qu'il existe des facteurs de risque que l'ensemble des salariés vont développer des troubles. En effet, ces facteurs de risque, ils peuvent être régulés. C'est-à-dire qu'ils peuvent être régulés par des facteurs de protection qui vont être mis en place par l'entreprise. Ces facteurs de régulation, ça peut être un fort soutien social, un travail qui a du sens, enfin tous ceux qui sont énoncés à droite. Si on prend un exemple pour bien illustrer tout ça, ça pourrait être la question de la surcharge de travail. Le fait d'être surchargé de travail, c'est un facteur de risque psychosocial.
Si on est surchargé de travail, mais que cette surcharge n'est pas chronique, qu'on est soutenu par sa hiérarchie, ses collègues, qu'on a les moyens de faire le travail qu'on nous demande, cette surcharge de travail, elle va peut-être être bien régulée. Et à ce moment-là, le salarié ne va pas forcément développer du stress ou autre chose. Donc, on voit bien que les troubles psychosociaux apparaissent quand les facteurs de risque psychosociaux sont mal régulés. Et ensuite, ça a un impact sur l'organisation du travail. Donc, quand on se lance dans une démarche de prévention des risques psychosociaux, quand on travaille sur une évaluation des risques psychosociaux, on va essayer de repérer les déséquilibres qui peuvent être créés par l'organisation du travail. Et donc, on va essayer de comprendre quels sont les facteurs de risque en présence et comment ils sont régulés ou justement comment ils ne le sont pas. Voilà. Merci Pauline. Alors du coup, on imagine que dans ce contexte très particulier, peut-être des nouveaux risques psychosociaux vont émerger. Si oui, quels sont-ils? Alors, ce n'est pas forcément des nouveaux risques psychosociaux, mais c'est plutôt pas les mêmes risques psychosociaux qui sont là. Et surtout, c'est plutôt que certains facteurs de risques psychosociaux ont été aggravés par ce contexte de Covid. Si on prend par exemple le risque psychosocial qui est l'intensité du travail. Au niveau de l'intensité du travail, on sait que certaines personnes ont été surchargées de travail, notamment ceux qui sont restés travailler, je dirais, en présentiel. Eh ben, ils ont dû faire face à une diminution des effectifs. Il y a aussi eu, pour certains, un vécu de sous-charge de travail, puisque le passage au télétravail d'un coup n'a pas pu permettre l'organisation correcte des missions. On a pu aussi voir le travail pour certains se complexifier, puisqu'encore une fois, le télétravail a été mis en place de manière assez rapide, et donc on a mis du temps à réorganiser les missions. Donc, le premier facteur de risque qui a pu être aggravé, c'est l'intensité du travail. Le deuxième facteur de risque qui a pu être aggravé, c'est les exigences émotionnelles. Les métiers qui sont en contact avec le public, ils ont déjà ce facteur de risque exigence émotionnelle. Avec la crise du Covid, tous les métiers en contact avec le public, ça a été encore un petit peu plus aggravé, ce facteur de risque, puisqu'ils ont été en contact avec du public qui était peut-être inquiet, agressif, et donc ce facteur de risque a pu s'aggraver. Pareil pour les personnels soignants, ils sont confrontés à la souffrance régulièrement, habituellement, mais là, ça a été un cran au-dessus. Et enfin, pour tous les salariés, il y a eu cette peur de la maladie, donc une augmentation du facteur de risque exigence émotionnelle. Au niveau de l'autonomie et de la marge de manœuvre, il y a eu plusieurs choses. La mise en place du télétravail, du management à distance, ça a pu donner le sentiment à certains de récupérer énormément d'autonomie, si ce n'est trop. Ils ont pu avoir le sentiment d'être livrés à eux-mêmes. Pour d'autres, ça a été le sentiment d'être face à un management très contrôlant, avec par exemple des réunions tous les matins à la même heure, beaucoup de reporting à faire. Et donc certains ont eu le sentiment que ce facteur de risque pour eux a été aggravé. Au niveau des relations de travail, qui est un autre facteur de risque psychosocial, on a bien vu que le soutien hiérarchique et le soutien des collègues a pu être mis à mal par cette crise, puisqu'il y a eu tout à coup une perte de lien social pour certains. Aussi, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y avait aussi une différence de point de vue entre les collaborateurs et leur manager ou leur employeur. C'est-à-dire que les collaborateurs étaient plutôt dans une vision à court terme parce qu'ils étaient assez sidérés par ce qui se passait. Et les employeurs, les managers, ils étaient aussi sidérés, mais ils avaient surtout besoin d'avoir une vision sur le long terme par rapport à l'avenir de l'entreprise notamment. Ça a pu créer des tensions. Enfin, il y a pu avoir des tensions entre les collègues de travail en fonction des différentes situations de chacun. Ceux qui télétravaillaient, ceux qui ne télétravaillent pas, ceux qui sont sur le terrain, enfin voilà. Donc, ça a pu entraîner un risque de tension. Enfin, on a pu voir aussi une aggravation du risque psychosocial qui est le conflit de valeurs. Le conflit de valeurs, c'est quoi? Le conflit de valeurs, c'est se retrouver dans une situation où nos valeurs sont mises à mal. Dans cette crise, il y a eu plusieurs situations qui ont pu entraîner ce sentiment-là chez les collaborateurs. Ça a pu être le sentiment d'inutilité, notamment par rapport au fait que certaines activités ont été perçues comme non essentielles à la nation. Donc, il y a eu un sentiment d'inutilité chez certains. On a pu aussi être face à des conflits éthiques, notamment pour les soignants qui se retrouvaient à faire des choix qui étaient
difficilement acceptables au niveau éthique, au niveau de leurs valeurs professionnelles. Et aussi au niveau des employeurs, il y a eu un vrai conflit de valeurs puisqu'ils devaient prendre des décisions, par exemple de mettre au chômage partiel ou de réorganiser l'activité, qui pouvaient, ils le savaient bien, entraîner des conditions de travail défavorables à leurs salariés. Et enfin, il y a eu le dernier facteur de risque psychosocial qui a pu être touché, c'est la question de la sécurité au travail. On sait que quand on a le sentiment que notre avenir professionnel est assez serein, quand on a l'impression qu'on va pouvoir développer nos compétences, on a moins de chances de développer des troubles psychosociaux. La crise du Covid, elle nous met tous face au fait qu'il y a une certaine insécurité économique aujourd'hui et qu'il y a peut-être un risque par rapport à la pérennité de nos emplois. Donc, à la fois pour les collaborateurs, à la fois pour les salariés, ce facteur de risque, il a été aggravé par cette crise. Tous ces facteurs de risque dont je viens de vous parler, ce qui est important, c'est de les repérer. Parce qu'il ne faut pas oublier ce que je vous ai expliqué à la diapositive précédente, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a des facteurs de risque qu'il y a forcément des troubles. Donc, il faut essayer de repérer quels sont les facteurs de risque qu'il y a dans mon organisation et comment ils ont été régulés ou pas, ou comment ils le sont encore aujourd'hui. Et donc, on peut dire aussi qu'il y a eu ces facteurs de risque, mais pendant cette crise, et on y est encore, il y a aussi des facteurs de régulation qu'on puisse mettre en place. Alors, je ne vais pas forcément vous les dénombrer puisque je dirais chaque entreprise a ses propres facteurs de régulation. Mais comme le disait Marie, le soutien social a été un vrai facteur de régulation pour beaucoup de salariés. Le fait aussi, les signes de reconnaissance qui sont venus de la part de la population vers ceux qui continuent à travailler ont été un facteur de régulation. L'expérience du télétravail n'a pas été du tout que négative. Et enfin, cette crise, elle a pu permettre aussi de mettre en place de nouvelles manières de travailler. Voilà. D'accord. Donc, comme tu disais, on parle de risques psychosociaux parce qu'ils sont à l'interface entre l'individu et le social. Quels sont justement les impacts du Covid-19 au niveau individuel, Magali? Alors, ils sont multiples. J'attends juste que la diapositive s'affiche pour ne pas être en décalage audio et visuel. Voilà. Alors, cette crise, en fait, a généré des stresseurs particuliers, potentiels, parce qu'on le verra, le stress, c'est quand même avant tout une notion assez personnelle, assez subjective. En tout cas, il a existé un certain nombre de temps, d'étapes, qui ont pu agir comme des stresseurs. Notamment quand on a commencé à parler de la notion de pandémie, ce qui a eu comme notion sous-jacente qu'il n'y a pas de refuge nulle part, en fait, c'est que tout le monde est touché. Ensuite est intervenu le confinement. Alors certains ont pu le percevoir comme une sécurisation, d'autres l'ont perçu comme une coupure brutale de leur liberté fondamentale et donc on réagit très vivement. Puis est venu le déconfinement qui s'est accompagné parfois de certaines peurs, la peur d'être contaminé, la peur de sortir d'une bulle de sécurité. D'autres ont été confrontés à la maladie, voire à la mort. Et puis enfin, tout le monde aujourd'hui vit des changements sociétaux et des changements organisationnels dans son train-train quotidien, dans la façon d'accueillir son cercle amical ou familial. Alors, tous ces stresseurs potentiels, bien évidemment, ont eu des impacts émotionnels forts. Notamment, on a vu beaucoup de ressentis autour de l'angoisse, de la colère, de l'impuissance, de la frustration. Ce qui s'est passé, c'est que ces différents stresseurs ont remis en question ce qu'on appelle des facteurs structurants, ce qui nous permet d'être en bonne santé psychologique, fondamentaux. Ces facteurs structurants, ce sont l'illusion de contrôle d'une part et l'illusion de sécurité. Alors, même si consciemment on sait qu'on ne contrôle pas tout et qu'on n'est jamais en sécurité totale tout le temps, on a malgré tout ces sentiments plus ou moins lointains, que ça n'arrive qu'aux autres ou que j'ai une certaine maîtrise de ce qui va se passer lorsque je vais organiser ma journée, mon quotidien. C'est ce qui me permet de prendre des risques tous les jours, de prendre la voiture malgré les risques d'accident ou de faire un certain nombre de gestes quotidiens dont j'ai besoin pour fonctionner. Ces deux illusions-là ont vacillé, parfois même ont explosé, ce qui a créé chez des individus des impacts au niveau intellectuel du coup. Parce que si au niveau émotionnel, je ne suis pas stable, mon évaluation intellectuelle de certaines situations
peut être impacté aussi, notamment en ce qui va concerner la sécurité. Certains salariés ont pu, du coup, alors l'idée, ce n'est pas de savoir s'ils avaient tort ou s'ils avaient raison, mais ils ont pu percevoir, par exemple, que les mesures mises en place pour préserver leur santé étaient insuffisantes. Ils ont également pu avoir le sentiment d'être peu soutenus, voire même d'être manipulés par une communication parfois défaillante. Alors, l'idée, ce n'est pas de savoir si l'intention était manipulatoire, mais en tout cas, ça peut être perçu comme ça, parce que, émotionnellement étant un petit peu débordé, mon évaluation intellectuelle a été touchée. Les salariés ont pu également percevoir un déficit de reconnaissance, malgré peut-être les efforts de la hiérarchie, les manifestations concrètes de reconnaissance n'étaient peut-être pas suffisantes pour que le salarié les voie. On a également pu percevoir l'absence de cohésion, d'entraide ou d'esprit d'équipe, chacun étant parasité par ses propres situations, voire même parfois le sentiment d'une inégalité de traitement. Au niveau de la problématique du contrôle, on a pu voir certains salariés avoir des interprétations sur des mauvaises pratiques en matière de communication ou de management. On a pu aussi critiquer peut-être la faible place laissée au personnel dans les prises de décision relatives à ces missions ou aux modalités pour les accomplir. On sait que dans la précipitation, certaines directions ont dû prendre des décisions très fortes, sans beaucoup de préavis et sans laisser beaucoup de place à la parole du terrain. Et bien évidemment, ces directions ont, elles aussi, dû répondre rapidement à des injonctions qu'elles ne maîtrisaient pas. Certains salariés ont pu aussi, à un moment donné, se sentir que les fonctions qu'on leur donnait étaient un peu en inadéquation avec les compétences dont elles faisaient preuve jusque-là. Alors, soit parce que, du coup, ils demandaient une surqualification ou une sous-qualification. En tout cas, c'était un écart entre ce que la personne est censée accomplir ou accomplissait jusque-là et ce qu'elle devait faire maintenant au quotidien. Des horaires, alors qui, du coup, ont été parfois bouleversés, qui ont pu être perçus comme trop rigides ou trop importants, trop débordants. Et enfin, des tâches ou des objectifs qui ont pu être perçus comme manquant de clarté. Alors, de manière générale, tout ça répond effectivement à ce qu'on peut appeler la définition du stress. Le stress, si on passe à la diapositive suivante, c'est cette notion que je vais être dans un état d'adaptation, je vais me mettre dans un état d'adaptation aux contraintes que je perçois de mon environnement. Je vais y mettre en face ma perception que j'ai des ressources pour y faire face. Donc là, on est dans quelque chose d'extrêmement subjectif. Je peux me tromper à la fois dans l'évaluation des contraintes de mon environnement et à la fois dans l'évaluation de mes ressources. Je peux surestimer les contraintes et sous-estimer mes ressources. Et c'est ce qui se passe en général dans une situation où je ne me sens pas en sécurité. Donc, je développe un stress plus important. Alors, le stress s'exprime de manière diverses et variées en fonction des individus et des parcours de chacun. Il peut s'exprimer sur le plan plus cognitif, il peut s'exprimer sur le plan comportemental, sur le plan émotionnel, sur le plan physiologique. On sait que certaines personnes vont avoir tendance à ce qu'on appelle somatiser, donc développer différentes douleurs ou différents maux. D'autres personnes vont être plutôt dans une hypersensibilité émotionnelle. D'autres vont avoir des troubles de l'attention, de la mémoire, d'autres une irritabilité plus importante. Alors l'idée n'est pas d'avoir une liste exhaustive de tous les symptômes du stress, mais de bien repérer chez une personne les changements. Alors soit chez soi-même, soit chez ses proches collaborateurs, les changements. Est-ce que cette personne, à un moment donné, se comporte différemment aujourd'hui? Est-ce que ça pourrait être dû à un état de stress? Très concrètement, Pauline, dans notre quotidien de travail, à quelle manifestation on peut repérer qu'un collaborateur ne va pas bien, comme le disait Magali? Je crois qu'il faut que tu actives ton micro, Pauline. Excuse-moi, merci Marie de me le dire. Il y a plusieurs types de manifestations qui peuvent m'alerter, enfin qui peuvent vous alerter chez vos collaborateurs ou chez vos collègues de travail. Il y a des manifestations de type comportemental. Alors là, c'est vrai que sur la diapositive, on vous les a un peu mis en vrac, mais les manifestations de type comportemental, ça peut être en effet ce que disait Magali, un changement ou une variabilité du comportement. C'est-à-dire quelqu'un qui, avant cette crise, avait un comportement et revient avec un comportement très différent.
Au niveau comportemental, ça peut être aussi un moindre respect des horaires et de la ponctualité. C'est une forme passive de dire que finalement, ça ne va pas. Ça peut être aussi des absences plus fréquentes, voire récurrentes. Au niveau émotionnel, on peut avoir d'autres signes. On peut avoir quelqu'un qui, par exemple, va réagir de manière très forte à un événement qui peut paraître anodin. Il va être très en colère alors qu'on avait le sentiment qu'on avait donné une consigne assez simple. Au niveau cognitif, on peut avoir quelqu'un qui va exprimer beaucoup de fatigue et ce qui va entraîner un manque de concentration. Donc ça, c'est des signes qu'on peut repérer. Bien sûr, au niveau de la motivation, on peut aussi repérer des attitudes qui traduisent un défaut d'entrain, de motivation ou un sentiment de lassitude continue. Donc, toutes ces manifestations, il est important d'y être vigilant. Ça, c'est plutôt les manifestations individuelles. On peut aussi imaginer d'être vigilant par rapport à des manifestations d'équipe. Par exemple, une équipe qui va de manière globale on va repérer une baisse de la qualité du travail, une détérioration des relations en équipe. Donc, toutes ces manifestations doivent être repérées. Merci Pauline. Donc là, on vient d'évoquer les manifestations individuelles, l'impact individuel de la crise du Covid-19. Magali, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu, justement, comme commençait à l'aborder Pauline, des effets au niveau du collectif de la crise du Covid-19? Oui, tout à fait. Alors, comme ce qui vient d'être dit, beaucoup de collectifs de travail ont été séparés. Il y a eu différentes mesures prises. Il y a eu des personnes qui ont été placées en chômage partiel, d'autres en chômage total, d'autres en télétravail, d'autres ont dû s'arrêter pour garder leurs enfants, d'autres ont dû s'arrêter pour des raisons de vulnérabilité ou de risque de comorbidité, d'autres ont reçu l'obligation de travailler sur site. Tout ça a été fait par le salarié de manière, j'ai envie de dire, passive dans le sens où il a dû exécuter une consigne, il n'a pas choisi cette situation-là. Et chacune de ces situations s'est accompagnée de diverses contraintes, parfois très importantes et surtout d'une charge émotionnelle. Donc des vécus qui ont pu être très différents, qui ont entraîné des décalages de perspective très importants et des décalages en fait de projection, de vision de ce qu'on allait pouvoir faire à l'avenir. Donc il y a ce point de vigilance à avoir qu'il va falloir maintenant réaccorder les équipes de manière à rétablir une vision commune sur ce qu'on doit faire ensemble dans le collectif de travail. D'autre part, les salariés sont à l'heure actuelle encore exposés à différentes expressions ou manifestations de tension qui viennent à différents niveaux, des collègues qui ne sont pas contents, qui sont frustrés, du public, des clients, la hiérarchie qui est encore un petit peu dans le besoin d'information, de comment remettre en place son activité. Du coup, cette situation rend difficile la prise de hauteur sur ses propres sensations, sur ses propres ressentis. Il y a également, on a pu le constater, une perte de fluidité dans la communication, du fait des délais qui sont précipités, du fait des réseaux domestiques qui sont encore largement utilisés et parfois pas tout à fait fluides. Il peut exister de nombreux parasites dans la communication. Alors, ce qu'on appelle parasite, c'est ce qui vient interférer en fait. C'est d'avoir plusieurs choses à faire en même temps, donc plusieurs messages à traiter en même temps, plusieurs préoccupations qui peuvent faire que je comprends le message à moitié ou pas dans son entièreté en tout cas. Il peut y avoir également un manque d'ajustement des niveaux d'information au sein de l'équipe, du fait aujourd'hui de l'absence de réunions, en tout cas des réunions qui ont de nouvelles formes, et donc peut-être que pas tout le monde a la même information au même moment. Et puis très souvent des décalages, voire même des contradictions entre ce que vont dire les médias et le message qui est véhiculé au sein de l'entreprise, ce qui peut donner un sentiment de paradoxe important et de méfiance également sur la communication officielle de l'entreprise. Alors, tout ça se résume dans un terme assez simple, c'est ce qu'on appelle l'altération du sentiment d'appartenance. C'est-à-dire, je ne sais plus où est ma place. Est-ce que ma place est vraiment dans cette entreprise? Est-ce que je suis valorisée à la hauteur de ce que je donne au sein de cette entreprise?
ou pas, et ça de manière d'autant plus forte si la mission que j'exerce d'habitude n'a pas été considérée comme une mission essentielle. C'est un terme qui a été peut-être parfois un peu malheureux au regard de certaines missions. On a également pu constater, du fait des différences de statut des salariés, parfois une nouvelle répartition des tâches. Il a fallu que certains salariés endossent les missions de collègues absents, ce qui a pu entraîner parfois une redistribution des rôles au sein des équipes, parfois des prises d'ascendant qui n'existaient pas avant, parfois un chevauchement des missions et qui fait quoi et qui du coup est en légitimité de continuer à faire quoi. Et également parfois le sentiment qu'il n'existait plus de canaux ou moins de remontée d'informations. Qu'est-ce qu'on fait si ça ne va pas et à qui on le fait remonter. Tout ça, bien évidemment, dans un climat social général de tension. Donc, les impacts au niveau collectif, ils sont importants. Il faut vraiment œuvrer pour le rassemblement des collectifs et la reconstitution de ces collectifs de travail de manière à ce qu'on ne reste pas sur des clivages. D'accord. Alors justement, quand on parle de collectif de travail, il y a eu un changement quand même de taille qui a vraiment impacté beaucoup d'entreprises. C'est le recours au télétravail. Magali, qu'est-ce qu'il y a de spécifique à savoir à ce sujet? Alors, le télétravail, ce n'est pas nouveau. On commence à y réfléchir. Beaucoup d'entreprises l'avaient déjà mis en place depuis quelques années. Ce qui est tout à fait nouveau aujourd'hui, en tout cas dans le télétravail, dans le cadre de cette crise, c'est que c'est un télétravail qui est imposé. Il n'est pas le fruit d'une négociation entre le salarié et son employeur. Il a été imposé à la fois à l'employeur et à la fois au salarié, sans forcément avoir anticipé les besoins et les outils nécessaires à ce qui se passe correctement. C'est également un télétravail qui a été imposé à domicile du salarié, alors que globalement, jusque-là, il était possible de télétravailler dans un espace de coworking, donc, qui restait un espace professionnel, même si ce n'était pas l'entreprise. C'est également un télétravail à temps plein. Alors peut-être moins maintenant qu'on est déconfiné, mais la plupart du temps sur un temps plein qui ne permettait pas le contact avec son équipe et qui a été, et qui a parfois encore maintenant, conjugué à des contraintes personnelles ou familiales, parce qu'il a fallu assurer la scolarisation, voire pourvoir aux courses ou à d'autres tâches ménagères pour une personne vulnérable dans son entourage ou une personne âgée. Donc, une multiplication des contraintes et de la charge émotionnelle, parce que ces contraintes familiales ont quand même été associées à des exigences fortes, était important. Donc, c'est un télétravail qui a en lui-même comporté des risques particuliers. Alors, bien évidemment, toutes les situations de télétravail n'ont pas été négatives, loin de là, mais c'est important ici de parler des risques pour en être conscient. Donc, bien évidemment, un risque d'isolement. Donc, je répète un peu, mais de la perte du sentiment d'appartenance. Plus on est éloigné de son entreprise et de ses collègues, plus finalement on s'écarte, on se décale en termes de valeurs communes. Risque également d'hyperconnexion, c'est-à-dire l'incapacité à se détacher de ces outils de communication, que ce soit le téléphone portable professionnel, les réseaux sociaux professionnels, l'application métier, l'ordinateur. Tout ça encouragé aussi par le fait qu'on pouvait être sollicité en dehors des temps de travail réguliers, normaux. Donc, un sentiment de surcharge, bien évidemment. Parfois aussi des difficultés sur la gestion de l'autonomie. Est-ce qu'on a eu le temps de se préoccuper sur la capacité de son salarié à bien manipuler les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les nouveaux logiciels qui étaient à sa disposition, en particulier les logiciels de visioconférence. Tout ce qui permettait de télétravailler n'était pas forcément maîtrisé lorsqu'il a fallu les utiliser. Et puis, on n'a pas forcément eu le temps d'anticiper de quelle manière on allait suivre l'activité, de quelle manière les procédures de travail allaient changer. Donc, voilà, tout ça a nécessité des efforts d'adaptation importants. Et puis, bien évidemment, on l'a déjà évoqué, risque accru d'exigence émotionnelle de la part du public. Les personnes qui ont télétravaillé avec du public, avec des personnes qui les appelaient, enfin, avec
avec des exigences auxquelles il fallait répondre rapidement, n'avaient peut-être pas toujours les bonnes informations en temps et en heure à donner aux clients. Ça a pu être parfois assez compliqué à gérer. Donc, ces risques particuliers ont nécessité et nécessitent toujours des mesures de prévention adaptées. Alors, vous allez les avoir dans le PowerPoint, je ne vais pas toutes les lister ici pour ne pas alourdir cette présentation, mais l'idée est vraiment qu'il est important d'accepter que les conditions d'exercice d'aujourd'hui rendent le travail moins productif. La qualité du réseau, la distance, le délai d'information fait qu'il va être nécessaire d'adapter les objectifs. Important également de veiller au maintien du collectif par certains rites qui vont inclure les différentes catégories de travailleurs, que ce soit les télétravailleurs ou les travailleurs sur site, d'organiser une assistance à distance pour toutes les problématiques informatiques, de veiller à la gestion saine des mails et bien évidemment de maintenir le dialogue avec son médecin du travail, de lui orienter les situations qui peuvent paraître compliquées. On sait que certaines personnes ont très mal vécu le télétravail et malgré un état de vulnérabilité et de risque important de comorbidité, souhaiter reprendre le travail, il est important de faire le point avec son médecin du travail là-dessus pour vérifier l'adéquation entre l'état de santé et la reprise au poste, quitte à ce que le médecin du travail puisse envoyer ces personnes-là vers des consultations de soutien psychologique telles qu'on peut les proposer à l'ISMT. Merci Pauline et Magali. Donc on a bien vu quels étaient les impacts de la crise du Covid-19 au niveau individuel et collectif. Pauline, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du coup des mesures de prévention qui sont à mettre en œuvre afin que le maintien de l'activité se passe le mieux possible? Tout à fait, Marie, je peux tout à fait vous en parler. Il y a plusieurs mesures en fait qui ont été énoncées par l'INRS, l'ANACT. Je vais vous les énoncer. Après, il faut bien avoir en tête que toutes ces mesures, elles sont à adapter en fonction de votre activité, de votre structure, de votre organisation du travail. Parce que c'est vrai que quand on les énonce, ce que je vais faire, ça peut paraître peut-être lourd, mais c'est important de les énoncer toutes et après de vous, je dirais, vous les choisir en fonction de votre activité. Donc, la première mesure qu'on peut mettre en place, c'est d'abord d'accueillir de façon personnalisée chaque salarié. Ensuite, il va falloir anticiper les conséquences de la mise en place des mesures barrières et de la distanciation physique. Après, on peut aussi organiser un retour d'expérience. On peut communiquer de manière transparente sur l'impact de la crise économique, notamment pour éviter qu'il y ait des rumeurs, des interprétations. En gros, ce qui est important, c'est de miser sur la transparence. Transparence sur les chiffres et transparence sur la réalité des défis qu'il va falloir accomplir dans les prochains mois. Il va falloir veiller aussi à la charge de travail, soutenir le management de proximité. Il va falloir aussi être attentif aux tensions possibles dont on a parlé, prévenir les risques d'agression et de violence envers les salariés, et enfin restaurer le rôle et la place des institutions représentatives du personnel, c'est-à-dire se dire qu'il faut vraiment favoriser le maintien du dialogue social en termes d'information et de consultation pour vraiment adapter toutes les mesures qui vont être prises sur les conditions de travail à la crise qu'on traverse. Voilà. Voilà tout ce qu'on va pouvoir mettre en place comme mesure. Après, ça en fait beaucoup. Ça en fait beaucoup justement et certains points nécessitent sûrement d'être un petit peu détaillés. Par exemple, accueillir de façon personnalisée chaque salarié, qu'est-ce que ça signifie? Alors, accueillir de façon personnalisée chaque salarié, ça va être plutôt une action qui va être menée par le management de proximité ou peut-être par les ressources humaines. Voilà, ça va dépendre de votre structure. Donc, ça va être de réfléchir ensemble avec le salarié aux moyens nécessaires à la reprise de son poste et clarifier les attendus. Alors, les attendus, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va être vraiment de clarifier avec lui quels sont les nouveaux objectifs, comment sa charge de travail est partagée, comment sont réorganisées les manières habituelles de coopérer dans l'équipe, parler aussi du degré d'autonomie et de réexpliquer un peu les circuits décisionnels qui ont pu être mis en place. Ça, ce sera la première chose. Pour organiser cet entretien, il va falloir privilégier l'écoute et le dialogue afin de prendre en compte les situations particulières de chacun. Pourquoi c'est important? Puisque chaque collaborateur aura vécu cette crise et vit cette crise différemment en fonction de sa situation personnelle, en fonction de sa santé.
Et donc, vraiment, il va y avoir une hétérogénéité des vécus. Donc, il va falloir faire preuve d'écoute, de dialogue, il va falloir se montrer compréhensif et ouvert. Et ainsi, essayer de proposer des dispositifs individualisés, plutôt que d'imposer un traitement identique à tout le monde. Ça paraît assez logique. Avec cette crise, on a bien vu que les contraintes personnelles arrivaient sur le devant de la scène et que forcément la reprise après le confinement ne peut pas s'organiser de la même manière pour tout le monde. Il va falloir donc essayer de trouver une organisation qui soit à la fois en adéquation avec les contraintes de l'entreprise, puisque quand même les gens sont là pour travailler. Et enfin, il va falloir voilà, aussi prendre en compte les contraintes du salarié. Pendant ce temps d'accueil aussi, ce sera important d'avoir en tête qu'une orientation vers d'autres acteurs, le médecin du travail, l'assistante sociale, peut être éventuellement utile. Enfin, il va falloir communiquer sur les modalités d'échange et de suivi de l'activité. Et cet accueil sera peut-être aussi un bon moment pour reconnaître le travail réalisé et les efforts. Pourquoi j'insiste là-dessus? Puisque pendant cette période, beaucoup de salariés ont remonté le sentiment d'un manque de reconnaissance. Donc, en faisant ce type d'accueil personnalisé, ça permettra de justement nourrir, je dirais, le sentiment de reconnaissance, et ça permettra aussi de mieux réguler le facteur de risque rapports sociaux, le facteur de risque intensité du travail, et enfin le facteur de risque psychosocial que sont les exigences émotionnelles. D'accord. Outre la question de l'accueil du salarié qui est effectivement primordial, les salariés ont également aussi beaucoup d'attentes sur les mesures barrières, les mesures de distanciation physique, qui sont quelque chose de nouveau au retour à l'entreprise. Magali, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le sujet? Tout à fait. Alors, ces mesures barrières, ces mesures sanitaires, elles ont un effet extrêmement positif puisque, au-delà du fait qu'elles permettent de freiner l'expansion de la pandémie, c'est au niveau psychologique en tout cas l'occasion pour les personnes de se réapproprier ce sentiment de contrôle qui a pu être altéré, voire perdu. Parce qu'on peut mettre en place des choses personnellement pour se protéger. Donc c'est important, mais ces mesures barrières vont s'accompagner aussi de certaines contraintes qui vont impacter l'organisation du travail. Et c'est important de le prendre en compte. Important de prendre en compte aussi la dimension symbolique. Aujourd'hui, dans les médias, on parle essentiellement de distanciation sociale, ce qui finalement, en fait, est une vraie erreur de langage. Ce qui est préconisé, c'est une distanciation physique, c'est-à-dire un éloignement pour respecter une distance qui fait qu'on ne va pas recevoir des gouttelettes contaminées potentiellement par un virus. Ça n'a rien à voir avec une distanciation sociale qui est de diminuer, parfois rompre les liens sociaux qu'on a avec les gens. Donc l'idée, ce n'est pas que les gens se mettent à vivre tout seuls dans leur bulle, c'est plutôt de faire en sorte qu'il y ait un éloignement relatif qui permette une sécurisation des personnes. Donc, la première des choses à prévoir dans l'organisation du travail, c'est des temps d'information, voire de formation, d'explication. Qu'est-ce que sont ces mesures barrières, à quoi elles servent et comment est-ce qu'on peut les appliquer correctement? Le port du masque ne s'invente pas, le lavage des mains non plus. Et tout le monde a pu apprendre quelque chose de cette crise-là sur les détails des bons gestes à mettre en place. Certaines entreprises ont fait le choix de mettre en place des mesures disciplinaires associées parce que dans certains contextes, il peut être difficile pour les salariés d'adopter ces mesures barrières, notamment par exemple lorsqu'on a un métier en lien avec la téléphonie. Le port du masque dans l'open space, ça peut être compliqué pour se faire entendre au téléphone. Avec la chaleur qui arrive, ça peut aussi être inconfortable d'avoir un masque régulièrement. Donc, il est important, face à des comportements parfois de refus ou de contestation, d'éduquer vraiment sur le sens de la mesure barrière, en quoi elle va être utile à la personne, en quoi c'est important aussi dans le cadre d'une responsabilité collective et pourquoi pas d'être clair si l'entreprise a choisi de mettre en place des mesures disciplinaires si on ne respecte pas ces gestes barrières.
Alors, ça va être important de prendre en compte l'impact de la mise en place de ces mesures sur l'organisation du travail, puisque parfois la distanciation physique va nécessiter un roulement dans les équipes pour faire en sorte que pas tout le monde soit dans le même bureau ou la même pièce en même temps ou sur les mêmes jours de la semaine. Ça peut nécessiter de bousculer les horaires de prise de travail ou de fin de travail. Ça peut bousculer également les flux de circulation dans l'entreprise, l'utilisation de certains matériels comme les ascenseurs, etc., les toilettes. Donc, il va être important de prendre en compte cet impact-là, de bien informer les salariés et d'ajuster les objectifs à atteindre. Important également de reconnaître l'impact sur les individus au sein de l'équipe. Attention, encore une fois, au sentiment d'isolement, au sentiment de perte de chaleur dans les contacts humains, au sentiment parfois de peur de l'autre finalement. Après une période de déconfinement, il n'est pas rare de voir des salariés qui n'ont pas forcément envie de croiser certaines personnes dans les couloirs par crainte de la contamination. Alors, ça va être aussi très important pour l'entreprise de communiquer et déjà d'élaborer une conduite à tenir, un protocole. Qu'est-ce que je fais si une personne est symptomatique sur mon lieu de travail? Comment je le communique à tous mes salariés de manière à ce que chacun puisse savoir qui fait quoi? Également important de définir ce qu'est une personne contact pour éviter la psychose. Une personne contact, telle qu'elle est définie aujourd'hui, c'est une personne qui a été en proximité en l'absence de mesures barrières. Donc, important pour les salariés qui pourraient être concernés parce qu'ils ont côtoyé quelqu'un qui s'avère symptomatique, de savoir est-ce qu'ils sont personnes contact ou pas, de manière à pouvoir se signaler ou pas aux démarches de contact tracing de la CPAM. Très important pour l'entreprise et pour l'employeur de montrer une exemplarité. On se souvient de certains dirigeants politiques qui préconisaient le port du masque sans le porter eux-mêmes. Ça donne un décalage de message qui parfois peut être contre-productif. Si on s'aperçoit que des salariés ou des collègues, n'importe, quel que soit le niveau de hiérarchie, ne respectent pas les gestes barrières, au-delà de la sanction, au-delà du reproche, dont on sait que parfois ils peuvent générer des attitudes de refus, de défensive, de justification, ça peut être important de parler de sa propre gêne. Quand on parle de sa propre gêne, en principe, on génère chez l'autre un sentiment d'empathie. Voilà, je suis mal à l'aise d'être dans ce même couloir parce que je suis mal à l'aise si tu es juste derrière moi parce que voilà, je préférerais qu'on soit un petit peu plus distant. Ça permet à l'autre de ne pas forcément se sentir visé, de ne pas forcément se sentir accusé de quelque chose, et plutôt d'être dans une démarche de protection vis-à-vis de nous. L'empathie, c'est ce qu'on appelle un moteur prosocial, c'est-à-dire qu'il va engager, de manière générale, l'autre dans un comportement sain pour la relation, pour une relation correcte. Et donc, ça peut être plus efficace de parler de sa gêne que de faire des reproches. Et enfin, ça va être important de valoriser les aspects positifs de ces mesures barrières. Par exemple, si on est dans un open space, eh bien, finalement, certes, on n'a pas certains collègues, on ne voit pas toute son équipe, mais on peut mieux se concentrer parce qu'on a moins de bruit, on est moins perturbé par les allées et venues des uns et des autres. On peut avoir un meilleur sentiment de sécurité collectif et puis, rien n'empêche de se rapprocher via les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Voilà ce que je pourrais dire sur les mesures de distanciation. Merci Magali. Pauline, tu nous parlais de l'importance de l'accueil personnalisé pour chaque salarié de manière individuelle. Est-ce qu'il y a des choses qui sont importantes aussi au niveau du collectif? Oui, Marie, je pense que c'est très important d'organiser un retour d'expérience. Alors, un retour d'expérience, ça va être d'abord, dans un premier temps, de communiquer de façon claire et transparente sur la réalité de la situation et les mesures justement qui ont été mises en place pour réorganiser l'activité. Ça permettait, comme le disait Magali, de donner de la confiance dans cette reprise si elle est en présentiel. Ce qui est important aussi, c'est donc de faire un bilan de l'activité et de l'organisation pendant cette crise du Covid, c'est-à-dire de mettre en évidence ce qui a été difficile pendant cette période, ce qui a manqué, mais aussi de mettre en évidence ce qui a été positif, ainsi que les outils et nouvelles manières de travailler qui ont été développés. C'est vraiment important aussi ce côté, pas toujours ne repérer que le négatif. Le positif peut être vraiment très apprenant.
Et enfin, il faut récolter, je dirais, les appréhensions pour la reprise en présentiel et permettre de rassurer. C'est important aussi lors de ce retour d'expérience qui vraiment doit se faire de manière formelle, en réunissant l'ensemble de l'équipe, soit par visio, soit je dirais en présentiel, en respectant bien sûr les gestes barrières. Donc c'est important pendant cette réunion de témoigner de la reconnaissance par rapport aux efforts qui ont pu être faits pendant la crise, notamment pendant le confinement, et puis c'est l'occasion aussi de remercier l'ensemble des équipes. C'est important aussi pendant ce retour d'expérience de communiquer sur les prochaines étapes, à quel moment par exemple il va falloir reprendre tous en présentiel de manière obligatoire, comment se passe la continuité au niveau du télétravail pour passer, je dirais, d'un télétravail très peu organisé à un télétravail un peu mieux organisé. Enfin, ça peut être aussi le moment de tirer des enseignements pour mieux s'organiser dans la perspective, on ne l'espère pas, d'une éventuelle nouvelle crise, c'est-à-dire vraiment réfléchir à quels sont les besoins en termes d'outils de travail, quels sont les besoins en termes de partage de données. Enfin, voilà. L'idée, c'est vraiment de créer du dialogue au sein de l'équipe pour, je dirais, restaurer du collectif. Et après ce retour d'expérience, c'est important de reprogrammer, quelques semaines après, des entretiens individuels de suivi pour voir si finalement ce qui avait été annoncé ce jour-là est encore valable ou s'il y a des modifications à faire par rapport à l'organisation du travail qu'on a choisi. Voilà. Donc ces éléments nous permettent de prévenir les risques psychosociaux, en particulier rapports sociaux, intensité du travail, insécurité économique et conflit de valeurs. Tout à fait. Merci Marie d'avoir rajouté tout ça. Tu nous parles de nouveaux objectifs, puisque effectivement, comme on a pu le constater, la crise a parfois nécessité de revoir les objectifs passés et d'en définir de nouveaux. Magali, est-ce qu'il n'y a pas une vigilance à avoir justement par rapport à la charge de travail ? Et oui, tout à fait. Et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises font face à des exigences très importantes, parfois même vitales. Il s'agit de rattraper le retard de commande, le retard de rendez-vous, le retard de chiffre d'affaires. Donc, il faut rattraper parfois des pertes financières qui peuvent mettre en jeu parfois la survie de l'entreprise. Mais le problème, c'est que les salariés ne reviennent pas de vacances. Ils ne reviennent pas reposer de cette période de crise, même si certains ont été en chômage, ils ont été très sollicités émotionnellement. Cette crise a été une forte génératrice de fortes tensions, de fatigue. Certaines personnes ont été ou sont toujours ou seront à l'avenir sursollicitées parce qu'il va falloir pallier aux absences de collègues qui seront encore en difficulté pour rejoindre le collectif de travail. Ils vont être sursollicités pour pallier aux difficultés d'organisation. Ils peuvent être aux prises avec des contraintes personnelles qui continuent d'exister, même si la reprise d'activité a été générale. On sait par exemple que les écoles ne reprennent qu'à temps partiel, donc il y a une logistique à avoir. Ça peut entraîner un manque de disponibilité. Alors si ce n'est pas une disponibilité physique présentielle, ça peut être une disponibilité psychologique, puisque je peux être là, mais préoccupée par autre chose. Il peut y avoir certaines angoisses, on l'a dit, liées au déconfinement. La reprise, parfois en horaire décalé, pour justement éviter que tout le monde soit dans les transports en commun en même temps, qui peut impacter la santé physique. On sait notamment, par exemple, que certaines entreprises, en fonction du secteur d'activité, reprennent sur des temps postés en 2-8, en 3-8, chose qui n'était pas forcément le cas jusque-là, donc qui va nécessiter une forte adaptation physiologique, parfois même une fatigabilité importante. Donc, sans remettre en question ce que vous allez pouvoir mettre en place pour gérer la charge de travail, il va falloir faire attention à la circonscrire dans le temps. On ne peut pas mettre les personnes et les corps dans un état de stress chronique. C'est important de veiller à ce qu'il y ait des temps de repos, des temps de récupération et de se projeter dans un temps où l'activité va redevenir normale. Voilà. Merci Magali. On a vu en introduction que les managers faisaient partie des salariés qui avaient été repérés comme étant les plus à risque dans ce contexte.
Pauline, comment peut-on les soutenir, les managers? Alors, ce qu'il faut déjà avoir en tête, c'est que les managers, de manière générale, ils ont un rôle incontournable dans la prévention des risques psychosociaux au niveau de leurs équipes. Donc, dans cette crise, ils ont eu un rôle clé pour expliquer, faire appliquer les nouvelles conditions de travail, les nouvelles mesures d'hygiène, et aussi pour essayer de garder un climat propice au travail. Donc, les soutenir, ça va être quoi? Ça va être à leur écoute en apportant des réponses aux remontées de terrain pour qu'ensuite ils puissent, je dirais, voilà, être à leur écoute, pardon. Ensuite, il va falloir essayer de leur donner des marges de manœuvre claires pour prendre des décisions au plus près du terrain. Et enfin, il va falloir essayer de leur libérer du temps pour le management pur. Pourquoi c'est important? Parce que pendant cette crise, et notamment au début, les collaborateurs et peut-être les managers aussi ont eu le sentiment d'être vraiment plutôt centrés sur l'opérationnel. Et ils ont dû mettre de côté tout le management qu'on appelle pur, c'est-à-dire l'animation de réunions, les arbitrages, la régulation des tensions. Or, ce besoin, il est primordial dans la prévention des risques psychosociaux et ça prend du temps. Donc, c'est vraiment important de libérer du temps pour les managers de proximité pour qu'ils puissent jouer leur rôle de manager. Enfin, j'ajouterais qu'il est important de reconnaître aussi qu'ils ont eu eux-mêmes une pression supplémentaire dans cette crise-là et que donc ce besoin de reconnaissance est important. En mettant en place toutes ces mesures, ça permettra de, je dirais, mieux réguler le facteur de risque, rapports sociaux, intensité du travail et conflit de valeurs. Merci pour ce point qui concerne les managers. Les équipes, quant à elles, peuvent-elles être soumises à des risques de tension en particulier, Magali? Oui, alors on l'a vu tout à l'heure hein, sur les impacts collectifs de la crise. Essentiellement, les personnes ont été placées, pas de leur fait, hein, en tout cas pas conséquemment à leur volonté, dans des situations très différentes les uns des autres, avec parfois l'incapacité à se représenter ce que pouvait vivre l'autre dans une situation différente, parfois même qu'on idéalisait parce qu'on aurait bien aimé être dans sa situation. Certaines personnes en chômage auraient bien aimé continuer à travailler. Certaines personnes qui continuaient à aller sur le lieu de travail auraient bien aimé rester confinées à la maison. Donc, on était dans des décalages de perspectives très compliqués qui ont parfois débouché, encore aujourd'hui, sur un sentiment d'inutilité et de ressentiment vis-à-vis de l'organisation. Parfois aussi une très forte culpabilité de ne pas pouvoir continuer à soutenir les collègues, de ne pas pouvoir exercer ses missions, de ne pas pouvoir être en contact avec le public avec lequel on avait l'habitude de travailler. Certaines personnes sont aujourd'hui se questionnent sur un risque de stigmatisation. Voilà, je présente, tout le monde sait, je présente cette pathologie-là, j'ai ce risque-là. Est-ce qu'on va m'accueillir de la même manière dans mon collectif ou je sens bien que aujourd'hui on me donne plus les mêmes missions parce qu'on a l'impression que je vais pas être fiable sur le long terme. Donc tout ça peut générer des sentiments d'iniquité, d'exclusion, voire même de mise en danger programmée, hein, si on est vraiment dans cette perspective-là, de mon employeur ne fait pas attention à ma santé, alimenté parfois par une crainte de la promiscuité ou de la contagion. Donc, en termes de mesures préventives, il est important d'identifier et de réguler tout de suite les tensions. Depuis mars, les personnes sont dans une temporalité, j'ai envie de dire, accélérée. Il y a très peu de tolérance à la frustration. Beaucoup de personnes sont dans l'exigence d'une réponse immédiate. C'est important d'identifier tout de suite les tensions ou les écarts de comportement qui peuvent survenir. En deuxième lieu, c'est important de ne pas réagir à chaud au mouvement d'humeur, et en particulier pour l'employeur. Alors, bien évidemment, l'idée n'est pas de commencer à tolérer les insubordinations ou le manque de respect. C'est pas mon propos. Par contre, l'idée, c'est plutôt de comprendre que des salariés aujourd'hui peuvent être dans des émotions exacerbées, parfois même agir sur ces émotions. Ils peuvent parler plus haut que ce qu'ils avaient réellement l'intention de le faire, et ils vont le regretter immédiatement après. Si la hiérarchie réagit tout de suite et sur le même mode, on va être dans une escalade qui ne sera pas productive. Donc l'important, c'est de pouvoir soi-même
adopter une attitude relativement calme pour permettre à la personne de s'accorder sur ce calme-là et baisser d'elle-même sa pression, pour ensuite verbaliser, bien évidemment, que le comportement n'est pas acceptable. Mais c'est important de pouvoir accepter une certaine forme d'impatience, de frustration, de colère, de l'accueillir, de la digérer à la place du salarié qui manifestement n'est pas en état de la contrôler en ce moment-là. C'est très important également, en troisième lieu, de montrer une forte cohésion de la hiérarchie. Comme le disait Pauline tout à l'heure, les managers de proximité doivent être soutenus. Ils doivent avoir les moyens d'exercer leur mission. Et ça, c'est la direction plus haut qu'eux qui va le leur donner. C'est important que tout soit aligné sur le même diapason. Et enfin, il est important de rappeler et de verbaliser, hein, on le sait, tout le monde le sait, mais ça va mieux en le disant quand même. La crise a été subie par tous. Beaucoup de décisions ont été imposées à l'entreprise et ne sont pas du fait de l'employeur. Le manque de préavis général pour s'organiser a entraîné un fonctionnement dégradé pour tout le monde, pour toutes les institutions. Et enfin, aucune situation n'est privilégiée vis-à-vis des autres. Merci Magali. On a bien compris ce qui concernait les tensions en interne au sein des équipes. Est-ce que les équipes peuvent être éventuellement aussi exposées à des tensions externes? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, le grand public, hein, de manière générale, vous et moi d'ailleurs, on est tous confrontés à un sentiment que le fonctionnement est dégradé de partout. Rien ne fonctionne comme avant. Parfois même, ça fonctionne à moitié. Les horaires des boutiques sont différents. Il faut respecter un certain nombre de personnes dans les magasins. On ne peut plus physiquement se rendre dans tel et tel lieu où on avait l'habitude de se rendre pour certaines démarches. Ça peut exacerber de la part du public certains sentiments, comme l'impuissance, la frustration, un sentiment de ralentissement, un sentiment d'empêchement, qui parfois peut s'exprimer par de la colère, par de l'angoisse, par en tout cas une très très forte difficulté à gérer ces sentiments-là qui vont s'exprimer et qui vont s'exprimer directement sur leurs interlocuteurs. Notamment si ces interlocuteurs sont à distance, en télé quelque chose, téléconsultation, télécommunication. On sait que les contacts à distance, donc le manque de possibilité de voir son interlocuteur, d'interagir avec lui par du non-verbal, favorise l'agressivité et le manque d'empathie. C'est beaucoup plus facile d'insulter son conseiller d'assurance au téléphone que lorsqu'on va le voir en agence. Donc attention à tous ces domaines où finalement les salariés peuvent être exposés sans y être forcément préparés à une très forte détresse psychologique de la part du public ou en tout cas à une agressivité débordante. Donc important d'être à l'écoute de ces salariés, d'être à l'écoute de leurs propres manifestations de vulnérabilité. Important de leur offrir des compléments de formation si ils souhaitent adopter une juste distance ou travailler la notion d'empathie, d'être dans la bonne écoute. Et enfin, important pour l'employeur de communiquer directement auprès des usagers pour qu'ils puissent comprendre le mode dégradé auquel ils sont obligés de s'adapter pour s'approprier les nouvelles procédures sans s'en prendre à leur interlocuteur direct. D'accord, très bien. Merci Pauline et Magali. On va arriver au terme de la présentation. Donc, je vous rappelle, si vous avez des questions à poser, vous pouvez le faire dans l'onglet « Converser » et on va y répondre très vite. Pour conclure un petit peu ce qu'on s'est dit sur cette heure, j'aimerais bien vous montrer la dernière. Voilà. En résumé, si on doit résumer un petit peu le contenu de ce qu'on s'est dit au cours de cette heure, c'est important d'identifier les risques psychosociaux qui émergent dans ce contexte particulier, qui sont plus ou moins les mêmes que d'habitude, mais avec des spécificités différentes. On voit que la situation, elle a un impact au niveau individuel, que ce soit émotionnel, cognitif, comportemental ou physiologique, et qu'elle comporte aussi des impacts au niveau collectif
sur le climat, sur le sentiment d'appartenance, sur la motivation au travail et sur l'organisation, donc ce qui est charge de travail, répartition des tâches, communication en interne, en externe. Ça, ce sont les impacts. Et donc, il y a des mesures à mettre en place pour remédier à ces impacts, pour éviter qu'ils prennent trop d'importance, pour éviter qu'ils détériorent trop le travail ou les individus, les salariés. Comme Pauline le disait tout à l'heure, ce sont des idées à adapter en fonction de votre structure, de votre temporalité, de ce qui est possible de mettre en place ou pas. Il ne sera peut-être pas possible de tout mettre en place, mais c'est vraiment important déjà d'être sensibilisé à ces risques et puis de décider de ce qui sera prioritaire ou pas en fonction de vos contraintes. Voilà, donc on va regarder un petit peu les questions que vous avez posées. Donc, il y avait une première question qui était, je vous la lis à tous. Si nous détectons un salarié impacté psychologiquement par les conséquences du confinement, peut-on informer le médecin du travail afin qu'il agisse en conséquence? Par exemple, visite à son initiative. Alors, oui, tout à fait, hein, je me permets de répondre. Vous pouvez tout à fait, en tant qu'employeur, alors soit demander ce qu'on appelle une visite à la demande de l'employeur pour ce salarié afin qu'il fasse le point avec son médecin du travail sur les raisons pour lesquelles ce confinement a été compliqué. Lui-même, le salarié, peut faire une demande à son initiative personnelle auprès du médecin du travail. Quoi qu'il arrive, le médecin du travail va évaluer sa situation, va évaluer, si besoin est, la nécessité d'un aménagement de poste ou d'une orientation vers nos services ou vers d'autres types de personnes pour en assurer l'accompagnement. Alors, nous avons deux autres questions. Au sein d'une équipe, il est nécessaire de différencier les choix d'organisation pour tenir compte des contraintes personnelles liées au Covid. Effectivement, comment faire accepter cette différence au reste de l'équipe sans révéler l'avis du collègue pour s'expliquer et sans donner aussi, j'imagine, un sentiment d'inéquité? Alors, c'est difficile de répondre dans le sens où à la fois il faut miser sur la transparence, mais il faut en effet respecter la vie personnelle de chacun. Donc, je crois qu'il faut juste expliquer qu'on est dans un contexte particulier, que vous essayez de mettre en place une reprise du travail adaptée à chacun et que chacun n'a pas en effet les mêmes problématiques. Je crois que c'est surtout par le dialogue, par l'échange avec le salarié qui peut-être a un sentiment d'injustice que les choses peuvent s'apaiser. Après, peut-être qu'il y a d'autres idées que vous avez, qu'on peut développer. Peut-être que mes collègues ont d'autres idées. Mais moi, je crois vraiment que l'échange, le dialogue et le fait d'entendre en fait ce sentiment-là permettra peut-être déjà un apaisement vis-à-vis du salarié. Et j'ajouterais aussi que si, effectivement, si malgré les explications un petit peu raisonnables, objectives, il persiste ce sentiment d'inéquité ou d'injustice, peut-être qu'il y a d'autres choses au niveau du collectif qui sont en jeu et qu'à ce moment-là, il faut prendre le temps de creuser ce qui peut être sous-jacent. Si des explications raisonnables que tout le monde est en mesure de comprendre, à savoir que chacun a des contraintes individuelles, si ces explications ne suffisent pas, peut-être qu'il y a d'autres choses qui sont en jeu au niveau du collectif et qu'il faut peut-être essayer de détecter de quoi il s'agit. Et enfin, nous avons une dernière question qui est pouvez-vous nous conseiller sur comment gérer les différences de comportement et adhésion aux consignes sanitaires en place dans l'entreprise entre les salariés qui sont inquiets et ceux qui ne le sont pas? Donc, j'imagine que vous faites référence à des salariés qui respecteraient bien les consignes type port de masque, distance d'1 mètre, et puis d'autres qui seraient beaucoup plus négligents. Pauline ou Magali, est-ce que vous... Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez des idées?
Ah oui, effectivement, là encore, hein, dans un monde idéal, il y aurait tout le monde qui adopterait les mêmes comportements sans, qui comprendrait tout de suite le sens des mesures et qui s'y conformerait. On sait qu'on on n'y est pas en tout cas. Euh, Excusez-moi, mon micro a une vie. L'idée, alors je n'ai pas forcément de solution miracle à votre problème, mais encore une fois, c'est important de ramener de la pédagogie, de bien expliquer. Alors, quels sont alors déjà les vrais risques pour les personnes qui seraient, dont le niveau d'inquiétude vous paraîtrait peut-être démesuré. Donc, bien revenir sur les définitions objectives. Comment est-ce que ce virus se transmet? Qu'est-ce que c'est qu'une personne contact? Quelles sont les mesures d'hygiène importantes? Est-ce que le savon est aussi efficace que le gel hydroalcoolique? On sait que c'est bien évidemment le cas. Important donc de faire cette éducation-là, mais aussi d'invoquer cette notion de responsabilité collective. On sait que les personnes ont une évaluation du risque très personnelle. Certaines personnes se sentent invulnérables, voire très protégées. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, même quelqu'un qui a eu le Covid et qui a donc certainement des anticorps, on ne sait pas pour combien de temps il est protégé. Donc, c'est important de ramener les individus à cette notion de responsabilité collective, qu'ils ne craignent pas pour leur santé. Ça, c'est même très chouette pour leur santé psychologique. En revanche, c'est important de prendre en compte la santé et le bien-être psychique de ses collègues. Et c'est vraiment important de ramener là. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu de manière exhaustive à la question, mais c'est important de coupler à la fois la pédagogie, l'écoute et pourquoi pas les mesures disciplinaires si ça vous paraît pertinent dans certaines situations. Enfin, nous avons encore une question qui est un peu une question qui peut se décliner sur 2 réponses, j'ai l'impression. Vous avez parlé de faire une réunion de retour pour tous. Comment faire pour respecter les gestes barrières, ou est-ce que cela peut se faire par les managers plutôt? Je pense que il y a une question d'abord qui est autour de comment organiser ce retour collectif en tenant compte des gestes barrières. Et puis l'autre question qui concerne plutôt les managers, comment aider les managers qui sont les populations déjà épuisées, comme on le disait, par cette période, sans alourdir leur charge de travail pour faire ces entretiens. Alors, par rapport peut-être à la première question, quand j'ai parlé d'organiser un retour collectif, ce n'est pas forcément l'ensemble de l'entreprise en même temps. C'était plutôt un retour collectif par équipe, donc organisé par les managers. Donc, il faut forcément, en effet, si on l'organise en présentiel, pouvoir le faire dans des conditions qui respectent bien sûr les gestes barrières. Ça paraît évident et important. Et alors, je disais aussi que ce retour aussi peut se faire par visio si certaines personnes sont encore en télétravail dans l'équipe. C'est important que si tout le monde ne reprend pas en présentiel et que certains continuent de télétravailler, ce retour collectif, il faut qu'ils y soient associés. Alors, par rapport à la deuxième partie de la question, par rapport aux managers, je pense qu'il faut aussi faire un retour collectif entre managers, en effet, pour qu'ils puissent partager un peu ce qui a fonctionné dans leur équipe, ce qui a moins bien fonctionné et ce qu'ils mettent en place pour la suite. Ça permet, encore une fois, à ces managers qui ont été quand même très sollicités pendant cette crise, ça leur permet d'avoir un espace un peu d'écoute et d'échange. Et donc, ça peut être une nouvelle piste de prévention des risques psychosociaux. Merci Pauline. A priori, nous n'avons plus d'autres questions, donc on va pouvoir s'arrêter là. Un grand merci à tous pour votre présence, pour votre participation. On espère donc avoir pu déjà vous aider à cheminer sur cette question. Et puis, évidemment, si vous avez des interrogations ou un besoin d'accompagnement, nous restons disponibles ainsi que votre médecin du travail et l'équipe de santé au travail.